Salut à tous, ici Armstrongson pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va aborder la question de qui construire et quand. Donc quand on débute sur le jeu, on a toujours, enfin c'est une question qui va être récurrente sur beaucoup de temps jusqu'à qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc tout d'abord, on se pose la question de comment, enfin quel ordre on a dans le jeu. Donc le premier truc c'est peu importe, vous allez faire un E5 pour débloquer la gate. Ça, c'est à peu près obligatoire. Parce qu'une fois que vous avez débloqué la gate, que vous aurez fait un V4, vous allez pouvoir aller chercher en fait l'île éthérée. Et là, vous allez commencer en fait à gagner en puissance sur vos persos sans même avoir de, euh, enfin, 15 5 en fait. Donc déjà, le premier E5, il est hyper structurant, donc il faut essayer de l'avoir le plus vite possible, parce que plus tôt vous l'avez, plus tôt vous allez pouvoir commencer à farm. Alors, et là où je dis que ce n'est pas grave si vous prenez une chèvre en premier E5, c'est que globalement, tous les persos que vous allez avoir dans les chars d'élite, ici, euh, sont quasiment tous viables en tant que premier E5. Donc là, attention, je dis pas que ils sont viables en PvP long terme, je dis qu'ils sont viables en premier E5. Parce que ce sont des copies qui sont faciles à avoir. Et après, vous pourrez les swap sur des persos qui, eux, vont rester sur le long terme. La différence, elle est là. Donc, dans l'idée, une fois que vous avez votre premier E5, vous pouvez commencer à farmer ici, dans la porte du vide. Donc, si vous avez déjà un bon perso ou une bonne base, allez-y. Là, après, ce qu'il faut voir, par exemple, il y a des events comme ça. Ici, on peut choper des coffres. Dans les coffres, généralement, on a à peu près tout et n'importe quoi possible en ce qu'on appelle en quad. C'est-à-dire, c'est les 4 factions en fait. Donc là, euh, voilà. Une fois que vous avez votre héros, vous êtes bon. Pourquoi ce n'est pas grave de faire un premier 5 qui est pas ouf? Parce que vous allez pouvoir le swap avec ça. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que vous avez le droit à l'erreur et c'est une erreur maîtrisée. D'accord? Donc à partir du moment où vous maîtrisez votre erreur, il n'y a pas de danger à la faire. Après, par contre, si c'est une erreur qui dure pendant 8 ans, là, c'est plus problématique. Euh, et surtout, pourquoi on a envie de swap et pas de régresse? Parce que quand on va régresse un perso, on ne récupère que 60% de ce qu'on a investi. Donc par exemple, si je voulais régresser mon axe, je ne récupérerai au final que à peu près 600 millions de spirit, parce que ça coûte, je crois que c'est 930 millions que ça coûte, donc même pas, ça serait 540 millions. Voilà. Donc je perds un petit peu, et pareil pour les stones, parce que la dust coûte très cher pour aller chercher les stones en S3. Donc on va préférer swap le perso plutôt que le régresse. Donc ça c'était pour la première partie, comment essayer d'avancer le plus vite possible dans le jeu. Donc on fait un E5. Après il faudra choisir ces E5. C'est là que ça commence à devenir un petit peu touffu, on va dire. Euh, L'idée c'est que la tour, vous n'avez pas besoin de 5 pour la finir. Il y a des trucs qui se finissent, enfin, il y a des persos assez cheatés comme Tix par exemple qui sont capables de faire des merveilles dans la tour sans forcément être E5. Donc pour moi la tour je ne veux pas l'aborder dans cette vidéo là parce qu'il y a des setups particuliers des fois. Euh, voilà. Donc vous trouverez toutes les infos soit sur les Discord, soit sur Reddit. Après si vous ne savez pas vous demandez et puis il y aura forcément quelqu'un pour vous aiguiller. Donc après côté Aspen, avec l'avènement des V4, euh, le mode a perdu énormément en difficulté en fait. De mémoire, je l'avais passé, je crois, il y avait. Ouais, c'est ça, je l'ai passé le 11 octobre de l'année dernière. Il n'y avait que, je crois, à ce moment-là, SFX qui pouvait avoir des imprints. Euh, et encore à ce moment-là, je crois qu'elle était V2, peut-être. Et
Ouais, peut-être qu'elle était que V2. Enfin bon, voilà. C'était pas ouf. Là maintenant, en fait, pour passer le donjon, vous allez avoir en possibilité. Donc la plupart des héros transcendés sont très forts. L'avantage de SFX, c'est que en gros, elle fait -1 sur un nombre d'adversaires. C'est-à-dire qu'une vague où il y a un adversaire, bah, c'est gratuit, parce qu'elle esquive forcément une attaque. Euh, Quand il y en a 4, bah, c'est comme s'il n'y en avait que 3. Donc si elle est capable d'en tuer un très tôt dans le game, en fait, bah, elle va tous les charcuter très vite. Queen, enfin Scarlet Queen, Asmodel sont très forts, surtout avec Kog, éventuellement un Kog amélioré même, parce que ça leur permet d'avoir de se heal derrière. Jara, je l'ai pas testé dans le donjon. C'est pas un perso que les gens vont faire en premier, mais admettons si jamais vous la faites en premier, ça peut être intéressant de voir ce qu'elle donne. Et Vesa, elle est très défensive, donc si elle est capable de mettre des grosses patates, elle va faire le taf. Tix est un staple, c'est un des moyens les plus sûrs de passer le donjon. Voilà, il n'y a pas grand chose à rajouter. Les autres persos n'ont pas spécialement brillé. Il y a Héloïse en V4, si j'ai pas de bêtises. Ensuite, en forteresse, il y a Sherlock qui est très fort en fait parce que il est, euh, il est quasiment insensible en fait on peut pas le burster, ou en tout cas il n'y a pas de vagues qui vont le burst. Du coup, avec un Rui, il va dove tout le monde, donc il va les tuer sur la durée. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir le truc. En Abyss, je crois pas avoir vu. Alors, je sais qu'il y a des gens qui s'amusaient à jouer Delacium V3. Ça met quand même des grosses cartouches. Mais après, j'ai rien vu de fou. Et en forêt, pareil, j'ai rien vu de fou. Ici, alors Drake est capable de faire des choses. C'est pas le meilleur perso, ça peut faire bouche-trou. Et après, en light, par contre, Russell est monstrueux dans ce mode-là. Parce que bah, justement, il a un gros burst et que s'il arrive à survivre le premier tour, généralement, il plie le fight autour de. Donc voilà, il y a quelques héros viables pour le donjon. L'avantage du donjon, c'est que ça vous permet de monter vos héros au max. Après, c'est pas spécialement un truc à rush. C'est intéressant de voir en fait les similitudes qu'il y a entre le donjon et les premiers niveaux de Sealand en fait. Parce que globalement, pour le light, pour le light et le dark, donc Russell, Drake, sont capables de clear les Sealand niveau 20 tout seul. Tix, je suis pas sûr. Généralement, Tix, en fait, on va le préférer on va faire un Horus avec des bébés Tix pour le 20 ou tout autre tank, en fait. Ça suffit. Pour Abyss, il y a énormément de possibilités, mais rien de commun avec le donjon d'Aspen. Pour Fortress, Sherlock, dans des cas très particuliers avec beaucoup de chance, est capable de passer le Sealand tout seul, mais on va généralement mettre un DPS à côté. Et pour le Sealand forêt, a priori, votre premier perso au 5, ça sera un Garuda. Et lui, il est capable de passer le Sealand, en fait. Voilà. Donc ça, c'est la petite overview rapide de ce qu'on a. Et vous croiserez cette info avec une autre vidéo, mais il sera important en fait de monter vos chérubins pour les Sealand 21 à 25 parce que dedans on va pouvoir rajouter des héros transcendés qu'on ne pouvait pas mettre dans les 20 premiers niveaux en fait. Voilà. Donc ça c'était pour l'aspect Sealand et donjons. Après il va y avoir le vortex. Donc là, ce qui se passe c'est que les prérequis du vortex diminuent en fait au fil du temps. D'accord? Donc avant, pour finir le vortex, il fallait avoir plusieurs équipes. Littéralement, il fallait une compo SFX, il fallait une compo Delacium, il fallait une quinzaine de héros, il fallait plein d'artefacts différents. C'était voilà. Parce que l'essence même du vortex, c'était de faire des économies sur les protections. Les protections, du coup, permettaient de protéger des héros particuliers. Mais les planètes, quand on les ouvre, offrent des protections naturelles. Par exemple, une protection abyss.
Du coup, c'était bien d'avoir une équipe Abyss. Sinon, il fallait dépenser des protections pour aller chercher soit Abyss, soit Transcender, et on n'était pas sûr de finir le Vortex, du coup, si on dépensait toutes nos protections trop vite. Donc voilà, c'est un mode de jeu pour lequel... Alors, la compo principale sera SFX. Donc SFX, a priori, c'est un des premiers héros que vous allez devoir transcender, parce que ça reste monstrueux, et que ça vous permettra d'avancer dans le Vortex, en fait. Du coup, la question se pose de quel ordre choisir en premier, enfin, quel ordre pour vos héros. La vraie réponse, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'ordre. Il faut aussi faire avec ce que vous donne le jeu. C'est-à-dire que euh, si vous avez si vous avez 15 copies de Queen par exemple, euh, et 0 de SFX et des autres héros potentiellement transcendables, ça peut être intéressant de faire une Queen et après d'aller chercher d'autres héros et de commencer à fermer. Petite parenthèse pour les setups ici. Donc, le Sealand Abyss est un des moins chers. Je mets moins cher entre guillemets, parce que bon, il faut quand même un héros transcendé. Il faut que ce héros transcendé soit V4. Il lui faut 3 autres supports assez particuliers, donc c'est-à-dire qu'il lui faut une Ignis 5 et 2 autres Ignis 9 étoiles. Il lui faut éventuellement un Weldeck et encore un autre support. Bon, ça coûte des ressources de faire tout ça, mais derrière, ça vaut quand même le coup parce que vous gagnez énormément de chests par jour. Donc c'est intéressant. Après, il va y avoir le Fortress en moins, enfin, qui va coûter un petit peu plus cher. C'est-à-dire que lui, sur le Fortress, on va être sur généralement 2 Sherlock, 2 Fiona, une SFX, généralement tous V3, V4. Donc là, il faut beaucoup, beaucoup de temps pour le finir. Mais il est accessible. Ensuite va venir le Light. Le Light, lui, il faut beaucoup de ressources en fait. Voilà, ici, dans l'île éthérée. Parce que vous allez mettre votre as modèle à la place de Xia en fait. Et qu'il a besoin d'avoir beaucoup de boost d'attaque. C'est-à-dire qu'il lui faut au moins 800 000 d'attaque. Donc ça, vous ne pourrez pas le faire de suite avec as modèle. Il va falloir qu'il garde beaucoup d'attaque. Donc ça, c'était pour les 3 cylindres entre guillemets les plus faciles, c'est-à-dire ceux-là. Et après, on s'attaque à ceux-là. Ici, pour le Forest, il va vous falloir une Vesa et globalement 4 à 5 supports. Qui dit support dit des Rogan, éventuellement Xiaou, Flora ou Olivia, tous avec des couronnes améliorées. Ça commence à être lourd. Et après, pour les deux derniers, Dark et Shadow, donc les setups sont connus, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut de base 6v4, ça c'est sûr. Pour Shadow, il va vous falloir une Héloïse, 2 Tix, une Jara, un Gustin et un Kirimaru en dernier ou peu importe. Voilà, donc déjà il faut 6v4, il faut en honneur une Héloïse, il faut qu'elle ait énormément d'HP et de boost. Donc là c'est vraiment un cylindre très tardif celui-là. Alors les premiers niveaux sont sont faisables sans trop cher. Mais après, là, par exemple, une Starwing Jara, c'est inutile dans ce cylindre-là. Je veux dire, elle fait rien. Pour l'avoir testé, elle fait pas grand-chose. Donc voilà, on est un peu, c'est un peu la dèche. Et sur celui-là, il faut aussi 6v4. Donc il vous faut un Aspen. Il vous faut après soit donc 2 amènera 3 carry ou l'inverse. 3 amènera 2 carry. L'idée c'est que il faut en fait que votre Aspen survive pendant un moment pour faire des dégâts. Il y a beaucoup de fois où je me suis retrouvé face au boss et j'ai fait aucun dégât en fait. Voilà. Donc globalement, les héros que vous allez vouloir construire, alors, ça ressemble à peu près à ça. D'accord? On va même faire hop, stars. Voilà, comme ça c'est plus simple. Donc les transcender, dès que vous pourrez en faire un, faites-le.
on a la possibilité de les swap avec ça. Donc ça, les soul symbols, on est d'accord qu'il n'y en a pas beaucoup dans le jeu. Il faut aller les chercher pendant un summon event, d'accord? Ils sont en récompense, on en a que 5 par tour, donc ça veut dire que on en a peut-être, allez, si vous êtes free to play et que vous jouez correctement, vous pouvez avoir à peu près 40 soul symbols par an. Ça sera difficilement plus. Après, si vous êtes pay to win, vous en avez autant que vous voulez. La seule contrainte, c'est que on n'en a plus dans ces packs-là, donc il faut quand même faire un heroic scroll event pour les avoir. Donc voilà, ça c'est un petit peu la loose sur ce truc-là, pour refaçonner en fait votre pool de héros. Donc une fois que vous avez identifié et transcendé que vous voulez, allez-y. Sachant que les 3 qui sont prérequis pour le Vortex, ça va être SFX, Rennes et Pavesa justement, hop, Jara. Donc ça, ce sont les 3 qui sont prévus pour le Vortex. Après, côté Shadow, vous avez besoin de rien obligatoire, d'accord? Lui, il est très fort pour booster SFX et dans les équipes un peu cheese, parce qu'une fois qu'il est mort, il va venir booster en fait typiquement les dégâts d'Asmodel ou d'un autre héros carry en fait. Ici, vous voulez des Sherlock et éventuellement une Fiona. Voilà, c'est à peu près ce que vous voulez. Là-dedans, il n'y a pas grand-chose d'obligatoire. Et ça qui est fou avec cette faction, c'est qu'il y a de très bons héros qui sont proposés, mais rien n'est obligatoire. C'est-à-dire que Delasium, il n'a pas besoin d'être 5 pour faire des merveilles en PvE. 2 6 étoiles, ça suffit. Cruz, c'est un perso Joker cartouche one-shot. C'est-à-dire que lui, avec un RI, alors là il a Snort, mais avec un RI et son dernier passif, tac, il est capable de stun beaucoup d'ennemis à la fois sur 2 tours. Donc c'est-à-dire que s'il y a un autre contrôle qui se rajoute, ça commence à piquer en face en fait. Ignis, bon, je vais la présenter vite fait, mais généralement c'est un perso. Alors, soit qu'on va jouer Suicide pour son dernier passif. À partir de 9 étoiles, c'est viable, d'accord? C'est les mêmes chiffres que 9 étoiles, ça. L'idée, c'est juste, dès qu'elle meurt, elle booste quelqu'un, la personne n'est plus contrôlable, ou en tout cas très difficilement, et elle refera un actif derrière. Donc c'est assez fou pour un perso 9 étoiles de proposer ça. Et après, quand elle est à E5 ou autre, et elle est capable de booster énormément en fait, enfin de heal beaucoup d'HP. Et après, Morax est plus un perso qui va tenir une position tout seul en fait. Voilà. Globalement, c'est son idée. Et il a des stats vraiment pas ouf pour un E5. Et derrière, on va avoir Waldeck qui, lui, est pareil. C'est un perso qu'on peut jouer suicide en fait. Tout simplement parce que avec sa Blood Frenzy, il va filer au héros en fait de la survivabilité. Voilà. Ça permet de survivre plus longtemps et en même temps de mettre des dots en face. Donc voilà, c'est un héros qui est assez fort pour ça. En forêt, vous allez avoir besoin essentiellement de Rogan. À peu près que ça que vous voulez. Après, il y a des persos un peu fun, mais vous les jouerez pas, style Gloria, Flora et Panda, je les ai craft juste pour comment ça s'appelle, pour les mettre en tenante. Sinon après ils ont très peu d'utilité si ce n'est le Sealand. Donc voilà, vous n'avez pas envie d'après d'aller chercher d'autres copies de ces persos là pour faire des E5 inutiles. En Dark par contre, il faut une flopée de héros. Il faut au moins un Drake pour le PvE. Et du coup en PvE il faut aussi un Rogan. Voilà pour la petite histoire. Des Caraïbes, il vous en faut le plus possible. Des Amenra, il vous faut au moins 5 Amenra 10 étoiles. Pourquoi? Parce que ça vous permet de cheese en fait dans le portail des univers.
Donc le chi, c'est juste, elles ont des Demon Bell, vous avez bouclier infini, et vous gagnez. Voilà. C'est pas intelligent, c'est pas beau à voir. C'est juste que en face, vous avez fait. Enfin, en face, ils vous ont fait 0 dégâts et vous leur avez mis des milliards dans la bouche. Voilà, c'est tout, hein. Et un Aspen qui est Future Transcend et qui doit sortir a priori. Alors, il sortira pas le 3 décembre parce qu'on n'a aucune annonce ici. Ils ont commencé à le teaser. Donc ça devrait sortir le 10 décembre et on aura la confirmation qu'il sort bien le 10 décembre si ici on voit arriver un truc qui s'appelle Compass Event par exemple, parce que ça va être lié au compas de transcendance, c'est-à-dire que on va avoir la possibilité d'acheter des corps ou des packs vraiment pas dégueulasses. On va devoir invoquer certainement des héros d'arc ou des héros 5 étoiles tout court. Oh salut doublon. Hop. Donc voilà, dans l'idée, c'est enfin Aspen vous voudrez le faire quand on sera sûr qu'il va être transcendable euh, pour avoir la suite. Et ça devrait faciliter le Sealand Dark. C'est aussi ça qu'il faut se dire, c'est que là le Sealand Dark il est faisable avec ça, d'accord. Maintenant il y a peut-être plus facile. Surtout avec un Aspen qui fera, ben, on l'espère, beaucoup plus de dégâts que ça. Voilà, pour la petite histoire. Et après en light, alors en light, enfin, on veut pas grand chose en light en fait. C'est dommage parce que tous les persos sont censés être forts, mais on n'arrive pas à les jouer. C'est-à-dire que Ada, c'est un des meilleurs tanks du jeu, tout simplement parce que, bah, en fait, elle va venir grind avec son dernier passif. D'accord. Donc en gros, les ennemis vont moins se heal. Ils vont prendre des dégâts à fin de tour. Ils vont prendre certainement des dégâts ici. Voilà. C'est-à-dire que avec la balance mark, d'accord, ça va, comment dire, ils vont se blesser tout seuls. Voilà, tout simplement. Dès qu'ils vont faire un actif, je crois. Ouais, c'est ça. Donc dès qu'ils ont la balance, la marque d'Ada, dès qu'ils font un actif, ils se blessent. Ici, ils se font des dégâts à la fin de tour et ils reçoivent moins de soins et Ada se heal. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, ça fait que Ada c'est un des persos qui a tué le jeu pendant un gros moment en fait. Parce que quand elle est sortie, c'était un méta Valkyrie. Valkyrie qui avait un heal phénoménal. Et du coup, bah, il est plus. Tu sais, c'est de la merde. Enfin, clairement, le perso, il est pas. Il est nul, il fait rien. Il fait rien. Andrea est très solide comme personnage. C'est un très très bon heal. Surtout quand vous avez des carries qui meurent à côté. Ça vous permet de revenir full vie très très vite. Voilà. Donc ça. Alors, Quid de Russell. C'est un perso qui va vous permettre de passer le Sealand Light très très facilement. Mais vraiment très facilement. Même des fois c'est écœurant, hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont. À l'époque, quand les Sealands sont sortis, il faut replacer dans le contexte, il y avait beaucoup moins de puissance disponible. Mais il fallait 6E5 et encore il fallait une stratégie de fou pour arriver à gagner. Là avec Russell, il arrive, il dit coucou, je suis seul, je suis T3, enfin je suis V3 et autour d'eux t'es mort. Voilà. C'est à peu près le résumé de ce qui se passe sur le Sealand aujourd'hui avec lui. Donc voilà, les autres persos sont trop faibles pour être mentionnés. Terra, il bloque des passifs mais il fait rien. Belrain, c'est intéressant quand elle meurt. Mais du coup on perd Laura. Enfin Laura sur les combats qui suivront. Faceblade, bah, il stun. Voilà. C'est un bon assassin qui stun mais il fait rien de plus. Et mention pour Asmodel qui peut être transcendé. Sinon voilà. Donc ça c'était pour les héros qui sont faisables, on va dire, et les raisons pour les faire. On pourrait essayer de débattre sur des tier lists. Le problème pour faire des tier lists maintenant, c'est que il faudrait arriver à comparer en fait tous ces héros qui peuvent être mis V4 avec les tenantes, tout ça.
Et le truc, c'est que là, clairement, pour l'instant, il y a juste no match. Le seul héros qui mérite sa place en maison principale, c'est SFX. Enfin, en tout cas pour du PVP. Pour le reste, on verra, mais pour du PVP, il n'y a que SFX qui fait le taf. C'est-à-dire que dès qu'elle a tué quelqu'un, en fait, avec tout son passif et tous les dégâts qu'elle est capable de faire, là, elle est à 1 249 000. En fait, à partir du moment où elle a un impeccable flow, d'accord, et qu'elle va faire son actif, ben, elle va faire 2800% à tout le monde. Donc ça, c'est énorme, en ignorant l'armure. Donc ça la rend juste monstrueuse. Il n'y a aucun perso qui fait ça. Donc bon, voilà. C'est là, c'est plus. Si on devait faire une tier list du PVP, ça serait plus en fait une tier list de support pour SFX. Voilà. Et on finirait par retomber sur les quelques compos classiques qu'on connaît, c'est-à-dire du Energy Feed, du Team Sustain. Voilà, c'est globalement ça. Donc j'espère que ça a pu éclairer vos lanternes sur les héros à faire et pourquoi. Voilà, donc ça reste toujours une question épineuse. Après, l'objectif de ce jeu, ça reste quand même de s'amuser. Il faut aussi garder à l'esprit que les choses qui sont dites là maintenant peuvent évoluer, d'accord? Donc c'est pas parce que vous tombez sur un document qui dit que Tix est tier S qu'il faut absolument le croire. Dans l'idée, on va avoir une photographie à l'instant T et après ça va évoluer. Ça va évoluer parce que vont sortir de nouveaux héros. Typiquement, Natacha, on n'a pas encore exploré toutes les possibilités avec elle. Elle a une mécanique intéressante pour construire des actifs surpuissants. Le seul défaut qu'elle a, c'est qu'il faut que ce soit un ennemi qui meurt. Donc voilà, c'est un très bon contre à tout ce qui va être cheese team, d'accord? Parce qu'elle va être capable de taper plusieurs ennemis, leur voler de l'attaque, leur voler, enfin enlever de l'armure, tout ça. Donc ça va être énorme. Mais voilà, il faut arriver à tout explorer et des mécaniques qui peuvent faire des trucs. Par exemple, il y a des gens qui commencent à tester ce que pourrait donner. Pourquoi ça marche pas? Allez, voilà. Double panda, parce que ça augmente tous les. Comment ça s'appelle? Ça baisse la précision des ennemis, je crois que ça augmente les blocs, voilà. C'est-à-dire que à chaque fois qu'un allié bloque, hop, non, ça. Donc il augmente l'armure, mais il y avait un truc, je crois. Hop, ouais. C'est-à-dire que donc, en fait, c'est un truc auto-alimenté. C'est-à-dire qu'il donne du bloc aux alliés et quand ils bloquent, il leur donne d'autres stats. Donc dans l'idée, ce perso-là, si on le joue en double ou en triple, on est capable de construire une équipe de tank très très rapidement. D'accord? Parce qu'en plus, lui, il a déjà, basiquement, hein, il a 89% de bloc. Il y a rien dans ce perso-là qui. Enfin, j'ai rien amélioré, si ce n'est ce passif-là. Hop, ça lui donne déjà 60% de bloc par rapport à. C'est combien? Ouais, donc ça lui donne 10% de bloc en plus, d'accord? Donc avec toutes les stats qu'il a engrangées à droite à gauche, il arrive à 89%. Ça veut dire qu'en jouer 2 ou 3 comme lui, ça veut dire que les persos vont se faire taper, ils vont augmenter le bloc de tout le monde, ils vont baisser, je pense, la précision des gens en face. Où est-ce que j'ai vu ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est tous les ennemis baissent en précision. Donc en fait, ça veut dire que les alliés vont pouvoir bloquer davantage. Donc il y a toute une mécanique qui peut se mettre. Par contre, ce qui se passe, c'est que dans la méta, on joue Drake. Et Drake a écrit. Mais c'est écrit là, hein, en fait, Defense Down. Bonjour, tu n'as plus d'armure, tu n'as plus de réduction de dégâts, tu n'as plus de réduction globale de dégâts, tu n'as plus de bloc et tu n'as plus de dodge. Voilà, c'est écrit je te tue en fait. Donc voilà, c'est un avis sur les persos à faire à l'heure actuelle. Donc ce contenu PVE,
bouge très rarement, d'accord? Donc il a fallu des années avant, enfin des années, plutôt des mois, et une masse critique de joueurs pour finir les Sealand. Le Broken Space, j'ai fait d'autres vidéos dessus pour donner des idées de compos, sachant que il n'y a pas une compo meilleure que les autres, hein. À partir du moment où vous êtes capable de faire le Broken Space dans les 150 tickets, vous vous en foutez du reste. Donc là, pour conclure sur le build order, on va dire, ou la séquence de ce que vous pouvez ou devez construire, il faut surtout que ça fit avec vos projets, parce que vous n'allez pas avoir la même impulsion que votre camarade d'à côté sur un Sealand, sur un nombre de copies de héros, sur plein de choses. Donc voilà, il faut aussi... Alors, vous pouvez emprunter des trajectoires qui sont connues, d'accord? Par exemple, ne focus que Tix. Tix, Russell, Sherlock et Dexia. Voilà. Vous pouvez focus ça, mais après, le problème, c'est que si vous entêtez à suivre une trajectoire, il faut être capable de résister à la frustration, c'est-à-dire, j'arrive pas à avoir les copies des héros qui m'intéressent. Et donc, à partir du moment où vous n'avez pas les copies, vous perdez du temps, d'accord? Et ça va vous faire perdre de l'avance. En tout cas, votre camarade qui lui a adapté sa trajectoire 3 fois, finalement il a fini Aspen, il a fini 2 cylindres de plus que vous. Et là, votre copain qui a démarré le jeu en même temps que vous n'arrivez pas à le rattraper et il vous met des tannés en PvP. Donc il ne faut pas avoir peur d'adapter sa trajectoire. C'est un jeu qui est fait et qui va évoluer pour que l'on fasse des erreurs. Après, le truc c'est savoir comment rattraper ces erreurs-là. Parce que typiquement, rien ne dit que avoir X carry maintenant, aujourd'hui, c'est bien. Demain, ça pourra devenir totalement inutilisable. Donc, si on en arrive à ce niveau-là, on va essayer de swap les carries en autre chose, de réadapter le style de jeu. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Il faut juste essayer de faire en sorte d'avoir un plan et de le définir pour que derrière, ça se passe le mieux possible avec tout ce qu'on a prévu. Voilà. Bon, j'espère que ça a éclairé un peu vos lanternes et n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions, soit dans les commentaires, soit sur Discord. À bientôt, salut!